Donc, je reconnais maintenant le député de Matane-Matapédia. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Depuis l'étude des crédits de l'an dernier, s'est passé bien les choses, notamment la volonté de son prédécesseur de retirer plus de 500 millions du réseau de l'éducation. Et la preuve qu'ils ont vraiment été retirés, c'est que la ministre a été obligée de l'ajouter après. Donc, on a appris ça à la fin de l'année scolaire, la session était terminée. J'ai parrainé une pétition qui a été signée par plus de 160 000 personnes, un des records à l'Assemblée nationale. Donc, cette mobilisation a permis de faire reculer le gouvernement et je veux remercier la ministre pour ça. Si elle y a contribué, c'est des félicitations que je souhaite lui adresser très sincèrement. Mais cet exercice de reddition de comptes permet de voir tout ce qui s'est passé depuis ce temps-là, puis de faire des propositions, comme je le fais à chaque fois. Alors, je me souviens que c'était à l'étude des crédits que la première fois, la question de la téléphonie cellulaire en classe a été abordée. J'avais posé la question à son prédécesseur et ça a amené une grande mobilisation transpartisane. Puis maintenant, c'est un dossier qui a avancé, je pense, de façon très positive. Mais je veux aussi mettre au jeu ce que nous, on aimerait faire. Parce que nécessairement, cet automne, il y aura une nouvelle ou un nouveau ministre, peut-être même un nouveau gouvernement, sait-on. Alors, quelles sont les propositions? Je sais que ce ne sera pas vous. Vous l'avez dit rapidement au début de l'année, vous vouliez que ça soit réglé. J'ai bien entendu. Au Parti québécois, par exemple, on pense que ça prend une commission sur l'avenir de l'école publique pour répondre à la crise du réseau de l'éducation. On l'a dit en 2022. On le dit encore aujourd'hui, ça ne tardera pas. Dans la première année, on veut entreprendre cette action-là. On pense que c'est important, mais d'ici à ce rapport-là, on va faire ce qui est le plus urgent. Donc, mes questions vont beaucoup porter sur le temps qu'il reste dans ce mandat. Qu'est-ce que la ministre peut initier comme changement ou qu'est-ce qu'elle peut nous indiquer comme progression? Et le premier enjeu, ça serait exactement dans le sens de ce que le chef du Parti québécois a dit à Paul Arcand lundi. La première chose qu'on ferait en éducation, c'est écouter les enseignants et enseignantes, ce qu'on nous dit. Puis ce qu'on nous dit beaucoup, c'est comment vous faites pour rendre les écoles le plus possible exemptes de violence. Alors, j'ai déjà indiqué à la ministre que oui, il y a des choses qui ont été faites. Il y a eu un forum auquel j'ai participé dans un hôtel pas tellement loin d'ici. Il y a eu cette vidéo où son prédécesseur a apparu sur tous les écrans dans toutes les écoles en même temps. C'était spectaculaire, ça. Mais pour la suite, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Par exemple, des syndicats d'enseignants avec nous ont demandé de reconduire une grande enquête nationale sur la violence à l'école. Ça fait plusieurs années qu'on n'en a pas eu. Je pense que c'est 2016, mais je voudrais que je vérifie. Donc, à cette première question, est-ce qu'on peut lancer ça? Je pense que c'est positif. Donc, ce serait ma première question. Cette grande enquête nationale sur la violence à l'école, demandée par plusieurs partenaires, dont le Parti québécois, est-ce que la ministre trouve qu'on pourrait lancer ça? J'imagine que vous faites référence, entre autres, à la motion qui a été présentée, hein? Juste pour être sûr qu'on parle la même chose. Vous étiez d'accord? Ben, c'est ça que j'allais dire. J'étais d'accord avec la motion, donc Après on a voté pour. Je ne prendrai pas toute la prémisse de votre question. Là. Ce sont parce qu'il y a des choses que je serais tentée de corriger, mais je ne le ferai pas parce que j'ai eu l'occasion de le faire abondamment tantôt sur la question du budget l'année passée. Mais oui, on est en train de regarder, de faire des collectes de données, se pencher sur la méthodologie. Donc, on est en train de regarder comment on peut mieux agir, mieux déterminer les données en matière de violence. Et ça fait partie des moyens d'action qu'on est en train de mettre en place. Donc, ça fait suite à la motion auquel on a acquiescé. Je vous corrige à mon tour. La proposition, c'est de tenir l'enquête. Oui. Laissez faire l'enquête par un tiers qui va vous donner ces chiffres-là et qui va aller colliger l'information. Je ne demande pas au ministère de le faire. Je demande de confier ça à une enquête indépendante qui va pouvoir faire ça. Donc, il suffit de lancer l'exercice. Hein? Je pense que tout le monde va applaudir. Alors, est-ce que la ministre est prête, Madame la Présidente, à lancer cette nouvelle enquête nationale sur la violence en milieu scolaire? Bien, il faut le faire de façon rigoureuse. La motion disait que le demande au gouvernement de s'engager à mener une enquête nationale sur la violence. Donc, on est en train de regarder, effectivement, la meilleure façon de le faire. De tenir parce qu'il faut le faire. Non, bien, c'était pas ça qui était la motion, mais c'est pas grave. Je l'ai ici. De toute façon, on s'obstinera pas sur un mot. On va perdre du temps précieux à dire qu'on est en train de regarder la meilleure façon de le faire. Respectueusement soumis, Madame la Présidente. C'est ça, la motion. On demande une enquête ou on n'en demande pas une. C'est juste ça que je demande.
est-ce que ça va être une enquête nationale sur la violence à l'école? C'est juste ça ma question. On va répondre à la motion, puis on va trouver la meilleure façon de le faire, oui. Mais ça ne prendrait pas beaucoup de temps de dire oui? Ben oui, mais je vous dis oui. Mais on est en train présentement de regarder la meilleure façon de le faire. Donc, la ministre me confirme, Madame la Présidente, qu'il y aura une enquête nationale. Ben, sur telle qu'on a déjà voté oui à la Très motion, bien. qui le Ça me demandait. Donc, convient. je réitère le oui de la motion. Ça me convient. Très bien. Et à travers... j'aime ça, là, l'amener dans le camp du oui, là, ça me fait plaisir. À travers nos réflexions sur la violence, évidemment, il y a la violence à l'école, ça peut être entre les élèves, ça peut être entre les élèves et le personnel enseignant, le personnel, les professionnels d'éducation, le personnel de soutien, entre les enseignants aussi. Les parents aussi, hein? Il y a des parents qui sont agressifs avec le personnel scolaire. Moi, je peux vous dire qu'on a tous les deux, Madame la Présidente, des parents enseignants. Là, si on avait à se faire dire quelque chose, on croyait l'enseignant, mais là, souvent, les parents sont très, très durs avec nous. Alors, nous, on pense que dans la réflexion, là, il devrait y avoir des sanctions qui sont plus dures, surtout pour ceux qui créent des dommages épouvantables. Vous savez qu'il y a des enseignantes, beaucoup d'enseignantes, et quelques enseignants qui sont retirés des écoles parce qu'il y a un traumatisme réel. Ils sont fait lancer des objets, sont fait donner des coups, l'intimidation sur les réseaux sociaux, on les photographie, on les ridiculise. Ça nous touche beaucoup, je pense, toute la classe politique, puis j'aimerais que ça fasse partie. Évidemment, il y a des limites à ce qu'on peut faire, mais je pense qu'il faut durcir un peu. On est sorti là-dessus. Puis on doit protéger les enfants. Alors, sur la violence à l'école, outre cet engagement que la ministre prend, à court terme, y a-t-il des choses supplémentaires qu'on peut faire pour outiller les écoles? Des nouvelles mesures? Bien, je suis d'accord avec vous qu'il y a une grande réflexion à y avoir. Malheureusement, nos écoles, bon, c'est pas partout, là, puis des fois, je trouve qu'il faut relativiser, là. Il y a des écoles où ça va très bien. C'est sûr. Et je vais le redire, hein, je m'excuse, mais le système d'éducation n'est pas brisé, mais il y a des enjeux auxquels il faut s'adresser, il faut le faire. Et oui, il y a de la violence dans certains milieux, dans certaines écoles, et ça, j'y adhère. Ceci étant dit, pour répondre à votre... Non, c'est pas pour vous... C'est pour vous dire que j'arrive à votre question. Okay. Moi, je suis extrêmement préoccupée aussi par la part des parents dans tout ça. Et c'est une conversation qu'il faut avoir avec les parents et que je veux avoir avec les comités de parents. Puis il y a une réflexion qu'il faut y avoir. C'est pas la majorité des parents, hein? C'est comme les parents au game de hockey dans les arénas, c'est pas la majorité des parents. Mais oui, les parents font partie de la solution. Et il faut... on regarde et je me penche, mais je peux pas avoir cette réflexion-là toute seule. Fait qu'il faut la faire avec les comités de parents. Merci, Madame la ministre. Monsieur le député? Protéger les enfants. On en a souvent parlé ensemble. Je pense que, oui, il y a eu Bedford, mais il y a aussi la mission de l'Esprit Saint. Comme quoi que les dérives, elles sont de toute confession. Et ce qui s'est passé, ce qu'on soupçonne, ce qui s'est passé à la mission de l'Esprit Saint, vous allez comprendre pourquoi, Madame la Présidente, j'ai dit ça. De nombreux reportages de la chaîne Nouveau indiquant carrément un groupe sectaire où des enfants réputés avoir la formation à la maison se retrouvent dans une école où ils n'ont pas le curriculum, où on leur apprend que les planètes n'existent pas, que des unions entre un homme beaucoup plus âgé et une adolescente, c'est presque la normalité. Tout ça nous inquiète, nous étant la classe politique, je nous inclus tous là-dessus. J'ai appris avec plaisir que le ministère avait fait son travail. Un dossier était soumis au DPCP. Je ne demande pas à la ministre de le commenter. Elle est juriste, puis elle est ministre. Elle a une double prudence. Toutefois, cette école a un permis du ministère de l'Éducation, parce que la mission de l'Esprit Saint. Bedford, en tout cas, moi, je l'ai ici. Bedford, là, le rapport qui a été colligé, il a été rendu public. Alors, Madame la Présidente, est-ce que la ministre peut faire la même chose que pour Bedford et rendre public le rapport du ministère de l'Éducation quant à la mission de l'Esprit Saint? Je suis contente que vous souligniez qu'on est tous préoccupés et il n'y a personne qui est insensible à la situation telle que vous l'avez mentionné, donc dont je fais partie, dont mes collègues font partie, on en fait tous partie. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai demandé rapidement à mon ministère de déclencher une enquête sans tarder en octobre dernier. Et on fait pas ça tout seul, on fait ça avec la collaboration des services sociaux, la DPJ, entre autres. On fait ça avec la collaboration du MSP, donc qui est maintenant le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure. Donc, il y a... Puis, naturellement, vous comprenez ma prudence parce qu'il y a une enquête en cours. Et je peux vous garantir que tous les leviers à la disposition du ministère de l'Éducation sont présentement activés.
Je vais vérifier, mais à ma connaissance, c'est tous de l'enseignement à la maison. En tout cas, ceux pour lesquels, donc, il n'y a pas de permis d'enseignement. Il n'y a pas d'établissement. C'est l'enseignement à la maison, mais je vais vérifier. De toute façon, on est en train de regarder tous les leviers à notre disposition. Donc, et il n'y a pas d'école, il n'y a pas de permis d'école, ni public, ni privé là-dedans. C'est de l'enseignement à la maison. Il y avait peut-être une notion d'école illégale, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'au-delà de ça, je commenterai pas plus, chers collègues, là, parce qu'il y a vraiment une enquête en cours et tous les éléments sont pertinents à l'enquête en cours, donc on va s'arrêter là. Mais je peux vous garantir qu'on garde tous les leviers à notre disposition et non seulement on garde tous les leviers à notre disposition, on les teste, on va au bout des leviers et j'ai même l'intention qu'au bout du processus, on fasse des changements législatifs si, le cas échéant, si on doit aller plus loin dans les leviers du ministère de l'Éducation. Madame la Présidente, dans le cas de Bedford, le rapport a été rendu public. Oui, c'est pas la même affaire. Bien, pour le public, oui. Je l'invite à s'ouvrir à cette question-là. Je suis très ouverte, mais c'est pas la même chose. Dans le cas de c'est la même Bedford, chose. non, dans le cas de Bedford, il n'y avait pas de potentiel sectaire, acte criminel Vous croyez? et potentielle enquête. Là, présentement, l'école Bedford, on est allé au bout et on a rendu le rapport public quand on a été certain qu'on était allé au bout de l'histoire, qu'on avait fait les corrections. Et là, il y a même des contestations, des 11 révocations de décrets, donc je vais être très prudente là-dessus. Mais ce que je vous dis, c'est qu'on va au bout, puis quand on va avoir la conviction qu'on ne nuit pas aux démarches qu'on est en train de faire. Je vous ai salué pour ça. Merci, Madame la Et on va où on doit aller. Je vous ai salué. Vous voyez, là, on s'entend bien. Là. Oui, absolument, toujours. La dernière fois qu'on a eu une interpellation, on a parlé de l'indice de défavorisation socio-économique. Vous m'avez dit au moment opportun. Je vous suggère bien humblement, Madame la Présidente, que le moment opportun, c'est maintenant. Alors, certaines écoles connaissent leur indice. Est-ce que la ministre peut déposer pour l'ensemble des écoles du Québec, au bénéfice de la Commission et du public, l'ensemble des nouvelles données quant à l'indice de défavorisation et nous dire pourquoi, en plus des écoles qui vont en bénéficier, elles ne continuent pas de supporter les écoles qui en ont bien besoin, qui vont se voir retirer une mesure qui pourrait leur permettre de favoriser la réussite scolaire des enfants. Il y a plein de choses là-dedans à corriger dans ce que vous venez de dire. La chose que je vais dire, c'est que cette liste-là va être très bientôt rendue publique parce que la première chose qu'il fallait faire, bien, mais c'est là les crédits, mais il y a des démarches qui se passent, il y a une vie qui se passe en dehors des crédits. Donc, la première démarche était de faire de refaire les calculs avec parce qu'on a fait une première communication en décembre pour s'assurer de donner un premier, en français, heads up, un premier signalement, une première communication à des écoles qui, selon le calcul avec le nouveau recensement de 2021 par rapport à 2016, pouvaient changer de catégorie. Maintenant, dernièrement, on a remis avec les dernières données parce que c'est fait aussi en fonction des élèves qui fréquentent l'école. Donc, c'est pas une donnée dans l'absolu. Donc, en fonction des données les plus proches possibles de la fréquentation actuelle des écoles, on vient de donner au centre de services scolaires, il y a très peu de temps, la confirmation ou non pour certaines écoles. Et là, on pourra parler de l'IMSE parce qu'il n'y a pas personne... Merci, Madame la ministre. Monsieur le député. Madame la Présidente, respectueusement, on informe les centres de services scolaires, mais pas les parlementaires. Quand je me suis adressé aux manifestants tout à l'heure, ils peuvent m'indiquer les écoles. Je ne comprends pas pourquoi la ministre informe à la pièce les centres de services scolaires, mais pas les parlementaires dans l'exercice le plus important de l'année, qui est la reddition de comptes. Vous avez ces informations-là à quelque part. Une des personnes présentes derrière la ministre a ces informations. Je réitère ma question. Si on ne le donne pas là, je trouve que c'est un manquement à la reddition de comptes. J'en ai parlé à l'interpellation. La ministre a été prévenue de cette volonté de l'avoir, puis on ne l'a toujours pas là. Je trouve pas ça correct, Madame la Présidente. Je m'excuse, Madame la Présidente, Madame la ministre. Madame la Présidente, il y a des... Tu sais, je veux dire... Pourquoi vous le donnez aux écoles? Bien, parce que c'est les écoles qui sont les premières impactées. La relation entre le ministère de l'Éducation se fait entre les écoles et le ministère de l'Éducation et les centres de services scolaires. Maintenant, cette liste sera rendue publique en temps opportun et je vous dis que là, compte tenu qu'elle a été mise à jour dernièrement et qu'elle a été donnée aux écoles... Merci, Madame la ministre. Je cède maintenant la parole au député de Saint-Jérôme. Merci. Merci, Madame la Présidente. Alors, peut-être que mon voisin va pouvoir m'aider parce que je cherchais
le nom de 2 écoles, et je crois que c'est dans le bas du fleuve, qui souhaitent changer de centre de service scolaire. C'est dans mon comté, oui. C'est ça, hein? On parle de ce coin-là. Puis je trouve que c'est intéressant parce que, puis en guise d'introduction, Mme la Présidente, je veux juste rappeler que avant d'arriver au pouvoir, la coalition Avenir Québec avait effectivement une réflexion sur l'éducation qui était assez copieuse quand même, notamment l'ancien ministre de l'Éducation et député de Chambly avait écrit un livre. Hein, puis ce qu'on souhaitait mettre sur pied, ce n'était pas des centres de services scolaires, c'était des centres de services aux écoles. Et toute la nuance est là, Mme la Présidente. Puis, quand on a des écoles qui souhaitent changer de centre de service scolaire, je me dis, tiens, il y a une démarche là, qui est faite pour essayer de dire, bien là, on a quelque chose qui nous déplaît. Bon, je trouve ça intéressant, mais je trouve ça intéressant surtout dans la perspective où je pense qu'il y a toutes sortes de circonstances qui pourraient justifier de changer de territoire pour une école, donc pour un établissement vraiment. Et je me suis demandé si la ministre pouvait nous donner une indication de quel est le processus à suivre, quel est le cadre, disons, légaux ou réglementaires qu'une école doit suivre pour changer de centre de service scolaire. C'est Monts et Marie, le centre de service scolaire. Bien, il y a un processus qui est prévu dans la loi, qui est l'article 116 de la loi sur l'instruction publique, c'est ça la LIT? Hein? C'est toujours la LIT qui est ma Bible ces temps-ci. Donc, c'est l'article 116, il y a des consultations qui sont prévues, puis il y a un processus qui est prévu dans la loi. Mais si on revient particulièrement au cas de ces écoles-là, bon, c'est les municipalités qui ont fait des demandes de résolution pour que la ligne soit bougée, mais ça ne changera pas le cas factuel de ces écoles-là qui ont des difficultés, effectivement, par rapport à l'évolution du nombre d'élèves, par rapport à la difficulté d'embauche. Alors, moi, c'est pas tant sur le cas des écoles spécifiquement que le processus. Mais il y a le processus, mais en tout respect, changer la ligne de bord ne changera pas la situation de l'école. Et est-ce que, par curiosité, le processus, donc avec l'article 116, est-ce que vous pouvez nous expliquer, dans le fond, la consultation porte sur, ou enfin, on consulte qui? Je n'ai pas le processus par cœur. Je pourrais vous lire l'article 116 en toute transparence. Je n'ai pas lu dernièrement l'article 116. Je sais que le processus est dans la LIT, par exemple. D'accord. Qui existe un processus à travers lequel il y a une consultation. Donc, il n'y a pas un décret de plus, un règlement, un ordre parce que des fois, on voit la loi, puis comme vous le disiez à un collègue précédent, il faut prendre l'ensemble, la globalité de tout le corpus. Bien, ultimement, il y a un redécoupage de la carte, là, mais oui, mais ça commence par un processus de consultation qui est beaucoup plus large qu'une résolution de municipalité. D'accord. Donc, en fait, une résolution de municipalité peut être l'initiation, disons, d'un processus. Mais c'est plus large que ça, on va consulter. C'est l'article 116, la LIT, que je n'ai pas relu dernièrement en toute transparence. D'accord. Et puis, est-ce que, dans le cadre, dans le fond, d'une loi sur l'instruction publique, évidemment, il y a toute la réflexion sur l'établissement scolaire. Puis je pense que c'est un petit peu ça mon contexte. Là, quand on dit un centre de service scolaire versus un centre de service aux écoles, il y avait cette volonté, en 2016 à tout le moins, hein, là je remonte il y a 10 ans, cette volonté de permettre à des écoles publiques de gérer leurs infrastructures, d'embaucher leurs enseignants, de pouvoir en fait dire à un centre de service aux écoles, merci mais non merci, nous allons nous passer de vos services. Une municipalité, par exemple, va nous aider avec le bâtiment. On va mettre en commun des ressources. Puis, je pense que ça peut être intéressant, là, quand on parle de mutualisation de services. Ça existe dans le monde de l'éducation, mais ça peut exister aussi avec, par exemple, la municipalité. Est-ce que cette vision-là d'une école publique qui souhaite être une école publique autonome, avoir toutes les mêmes attributions qu'une école privée, en quelque sorte, là, mais ne pas relever d'un centre de service scolaire, est-ce que ça, c'est possible? Bien, c'est pas une réflexion qui est active présentement dans le sens où vous l'entendez, parce qu'on a, dans la réflexion qui a été faite par mes précédents collègues, où on a changé les commissions scolaires en centres de services scolaires, il y avait aussi cette volonté-là de mutualisation. Donc, c'est beaucoup plus avantageux du point de vue budgétaire d'avoir un centre de services scolaires qui donne des services aux écoles. Mais à travers les règles budgétaires, par contre, si vous parlez d'autonomie, bon, l'employeur demeure le centre de services scolaires, mais à travers l'autonomie, maintenant, dans les nouvelles règles budgétaires, on fait descendre 20 du budget va descendre
descendre directement dans les écoles pour leur permettre d'avoir une plus grande autonomie sur la gestion du budget. Donc, on ne passera pas à travers le centre de services scolaires. Donc, on a prévu aussi dans la réforme des règles budgétaires d'avoir plus de flexibilité puis plus d'autonomie pour les écoles sur certains aspects. Mais au niveau de faire en sorte de faire des écoles publiques-privées, entre guillemets, là, dans le sens de l'autonomie, il n'y a pas de réflexion. On a fait le mouvement qu'on avait à faire quand on a transformé en centre de services. D'accord. Parce qu'évidemment, je comprends, je salue la volonté de la ministre d'avoir réduit le nombre de catégories pour avoir donné la flexibilité budgétaire. Mais évidemment, quand on embauche, par exemple, ces enseignants, et qu'on n'est pas contraint par les règles qui contraignent un centre de service scolaire, ça peut être intéressant. Juste rapidement revenir sur ce que la ministre a dit tantôt. Les plafonds des ETC ont été levés trop tard. Je les ai relevés dès que j'ai pu. Qui imposait ces plafonds au ministère de l'Éducation? Pardon? Tout à l'heure, vous aviez dit... C'est dans une règle budgétaire qui était la 0,34, 0,36 à l'époque, Mais qui faisait que c'était un plafond. Qui ne vient pas du ministère, donc qui est imposé au ministère. Le ministère de l'Éducation, qui était une règle budgétaire qui venait du ministère de l'Éducation à l'époque. Ah, OK. Et donc, ça a été imposé au ministère par lui-même, les plafonds des ETC? C'est une règle budgétaire qui a été faite par le ministère de l'Éducation, qui avait l'effet, je pourrais dire, pervers de faire en sorte que ça empêchait souvent la dépense du budget. Puis c'est pour ça qu'on a transformé le plafond en cible. Puis je reviens sur les centres de services scolaires. Merci, Madame la ministre. Je reviendrai plus tard. Merci. Donc, je cède maintenant la parole à la députée de Bourassa-Sauvé. Merci, Madame la Présidente. Je vais à mon tour aborder donc une autre grande priorité du réseau, soit la violence en milieu scolaire. En septembre dernier, j'étais à côté du personnel de soutien scolaire, donc pour dénoncer ce que donc soulevait comme une énorme priorité. J'étais aussi avec les enseignants donc à Montréal en décembre dernier, qui justement donc vous demandaient donc une rencontre à ce sujet-là. Donc vous constatez donc l'ensemble du réseau se dit que s'il y a un gros sentiment d'urgence à l'égard du dossier de la violence dans les écoles. Puis, je veux déjà donc passer un portrait. Est-ce que déjà, donc, en octobre dernier, en octobre 2025, le personnel de soutien disait que c'est 52% donc des membres qui disaient avoir été victimes de violences directes. En décembre dernier, les membres de la FAE disaient que 90% du personnel enseignant a été victime d'actes de violence. En Estrie, on nous parlait de 54% des répondants qui disaient avoir subi au moins un événement violent, puis près du quart des profs qui se sentent pas en sécurité dans l'école où ils travaillent. À Trois-Rivières, une trentaine d'incidents reportés en février dernier. Le lendemain, à Montérégie, 10 000 gestes violents qui visent les enseignants et le personnel ont été répertoriés. Le rapport du protecteur national de l'élève aussi en a parlé en février. Il y a eu l'étude de Francis Dupuis-Derry en février également, donc sur la misogynie, l'homophobie et la transphobie. Bref, vous voyez, là, on parle de violence des écoles, je ne veux pas dire chaque semaine, mais chaque mois ou presque aux 2 semaines au Québec. Je vais peut-être vous entendre donc, sur la problématique, puis dire comment ça se fait qu'on n'a pas les ressources pour pallier à cette épidémie-là. Bien, je vais y aller plutôt. Je vais commencer par la problématique. Il n'y a personne qui nie le fait qu'il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de violence dans nos écoles, puis que même si c'était juste une école au Québec, que ce serait acceptable. Donc, c'est pas ça qui est le propos. Au contraire, il faut faire en sorte de travailler sur ces enjeux-là. Malheureusement, quand je dis ça, c'est pas pour jeter la serviette, mais souvent, ce qui se passe à l'école est le reflet de la communauté, de la société dans laquelle l'école évolue. Donc, il faut aussi dire que l'école peut pas à elle seule régler tous les problèmes de violence, mais on peut mieux s'outiller, mieux faire de la prévention. Ça passe par plusieurs enjeux. Moi, je suis une fervente croyante en la prévention. Donc, il faut donner des outils pour intervenir quand la violence est là. Il faut permettre d'équiper les équipes écoles, entre autres, d'être capables de faire des meilleures interventions. Malheureusement, dans les cas les plus extrêmes, puis malheureusement, c'est souvent des élèves qui ont des difficultés d'autisme ou de choses où les cas sont les plus extrêmes. Donc, il faut être capable d'outiller les enseignants ou les intervenants pour bien intervenir. Il y a plusieurs choses qui sont faites par rapport à ça. Il y a des plans d'intervention qui sont mis de l'avant. Tu sais, on a des plans. Chaque école doit se doter d'un plan d'utilisation de la violence, mais encore faut-il qu'elle le déploie puis qu'elle l'utilise. Donc, il faut s'assurer que les écoles, les directions d'école, parce que j'ai entendu aussi certains syndicats dire, ben oui, les
outils sont là, mais ils ne sont pas déployés ou utilisés adéquatement. Donc, ça fait partie de ce que je veux qu'on fasse et ce que le ministère doit faire avec les centres de services scolaires. S'assurer que non seulement il y a un plan, mais qu'ils le mettent en œuvre et qu'ils l'utilisent. On a créé plusieurs entités, Protecteur national de l'élève, qui nous donnent un regard, entre autres, en matière de violence conjugale, violence sexuelle, je vais vous demander de traduire mes lapsus, le cas échéant, violence sexuelle, mieux outiller le personnel scolaire, puis on a aussi augmenté le personnel scolaire qui est celui qui intervient, les travailleurs, les TES spécialisés, les gens qui peuvent intervenir. Donc, on a augmenté plus rapidement les professionnels, le soutien puis le personnel scolaire que la clientèle a augmenté. Donc, on a ajouté plus de soutien. Mais en fait, je vais peut-être revenir sur un point que vous venez d'aborder, Madame la ministre, parce que c'était justement là où je m'en allais quand je parlais de ressources, de déployer ces ressources. Oui. Donc, vous convenez que les TES donc, font partie de la solution. Oui. Mais vous dites donc qu'on les a déployés, qu'il y a eu une augmentation, mais en fait, moi, ce que je vois, c'est qu'en mai 2025, donc, il y avait 19 176 TES qui étaient dans le réseau. Puis tout de suite après, donc à la rentrée scolaire, donc il y en avait donc 16 711. Donc même avec les dernières données qu'on a, là, on a à peu près donc 17 000 TES, donc il y en a moins en ce moment. Où est-ce que vos chiffres proviennent de quel endroit? C'est dans le tableau de bord, Madame la ministre. OK. Bien, moi, ce que je peux vous dire, là, c'est que l'augmentation sur les 7 dernières années de la population élève était de 9 %. On a augmenté les professionnels de presque 19 %. On a augmenté le personnel de soutien de presque 26 %. Puis les enseignants, bon, naturellement, les enseignants vont avec les classes, le nombre de classes. Mais donc, je pense que le chiffre est moins significatif. Là, ça prend des gens dans les classes. Donc. Mais au niveau du personnel de soutien, on a augmenté beaucoup plus rapidement le nombre de personnels de soutien que la clientèle. Maintenant, on pourrait toujours dire que ça en prend plus, mais... Parce que là, vous allez sur une longue échéance. Là, vous dites donc dans les 8 dernières années là, que cette augmentation-là, mais mettons qu'on parle, ça, on y va donc avec une plus courte échéance. Mettons dans les 2 dernières années. Est-ce que vous avez ces chiffres-là aussi? Bien, parce que ça a l'air d'être bien beau. Je n'ai pas ces chiffres-là devant moi. Puis comme on reprend tantôt, je vais vous dire que je vais aller les regarder. Vous faites référence au tableau de bord. Il faut faire attention. Des fois, les données sont en cours, puis il y a des embauches en cours. Fait qu'il faut voir. Puis quand on parle de TC, on parle pas de personnes, on parle d'équivalent temps complet. Fait que des fois, il peut y avoir plus de personnes derrière tout ça. Des fois, il y a... Bon, fait que je veux juste être sûre d'avoir vos chiffres. Donc, vous parlez du tableau de bord. C'est dans le tableau de bord. Fait que je vais les vérifier. J'aurais voulu qu'on me les apporte présentement, mais c'est pas le cas, mais je vais les vérifier pour tantôt. Oui, parce que je pense qu'il y a quelque chose d'assez particulier de voir qu'il y a moins de TES en ce moment qu'il y en avait donc à la fin de la dernière année scolaire avec les besoins qu'on est en train de nommer. Là, c'est certainement... Mais avant d'y répondre, je vais aller les regarder pour être capable d'y répondre correctement et de donner une explication le cas échéant. Plan de prévention de la violence et de l'intimidation en milieu scolaire. Quel est le budget qui a été dépensé en 25-26 pour ce plan-là? En 25-26 pour... 25-26 pour le PPVI, le plan de prévention de la violence et de l'intimidation en milieu scolaire. Pour 25-26, je ne sais pas le chiffre. Je vais vous le retrouver. C'est sûr qu'il est quelque part, hein, mais je ne l'ai pas sous la main. Vous engagez à... Absolument, oui. Parfait. Je m'engage à le fournir aujourd'hui. Parfait, merci. Je pense que vous êtes capable de les trouver assez rapidement. Mais en fait, je vais peut-être revenir. Alors, c'était quoi le budget qui était planifié? Est-ce que ça, vous l'avez devant vous? Pour la lutte à la violence? Oui, le plan de prévention de la violence et de l'intimidation en milieu scolaire. 12,5 millions? 12,5. 12,5 millions. Il a été déployé? Ah, bien là, vous parlez de 25. Vous parlez de 25-26 l'année passée. Ce qu'on n'a pas 26-27, c'est impossible. L'année scolaire en cours? Non, c'est ça. Si on ne les a pas, c'est 25-26 l'année que c'est terminé. C'est toujours compliqué dans le système scolaire parce qu'il y a le budget du gouvernement qui est en année, puis là, nous, on est en année scolaire. Fait que ce que vous voulez savoir, c'est est-ce que c'est sur l'année en cours ou pour la prochaine année? Je vais peut-être vous aider, là, parce que moi, ce que j'ai ici, là, c'est que pour 25-26, le budget qui était planifié était de 6,5 millions de dollars. Okay. Par contre, le budget qui a été dépassé en date du 5 mars 2026 est de 510 000 $. On va aller vérifier ça parce que je trouve que ça... Parce que là, ce qu'on voit, c'est qu'on avait planifié 200 000 $ pour documenter la problématique. Il y a 0 $ qui a été dépassé. On avait planifié 375 000 $ pour former le personnel. Il y a 0 $ qui a été dépassé. 375 000 $ pour former les élèves. 0 $ de dépensé.
Puis pour les équipes d'intervention, on planifiait 2,3 millions de dollars. Êtes-vous dans les fiches cahiers de crédit qui vous ont fournis? Ah, ben peut-être que vous pouvez identifier la fiche pour nous. Ça nous aiderait d'être sur la même page, disons, là, pour faire un jeu de mots. Parce que ça va nous aider, là, parce qu'à ce moment-là, nous, on sait d'où vient la fiche, comment on l'a préparée. J'ai une capture d'écran devant moi, madame. OK, mais... C'est plus facile pour nous. 172. La fiche 172. Bon, ça va m'aider. Merci beaucoup. Oui. Si vous êtes... On va attendre la réponse, Madame la ministre. En attendant, Madame la députée, est-ce que vous voulez continuer en attendant la réponse? Oui. Parce que... On va vous revenir cet après-midi sur cette fiche-là pour que je puisse vous l'expliquer, mais là, je l'ai au moins, je sais de quoi vous parlez. Mais j'imagine que vous faites quand même des suivis concernant le plan de prévention de la violence et de l'intimidation, parce que là, c'est quand même assez substantiel là, comme distinction. Bien, à ma connaissance, l'argent disponible est dépensé, donc c'est pour ça que je suis très étonnée des chiffres que vous me donnez. Je vais aller les vérifier, puis on va vous revenir avec la réponse. Parce que la seule chose qui nous semble correspondre, c'est que le budget de la semaine annuelle, l'année passée, était de 500 000 et cette année, il est de 20 000 On comprend qu'il n'y a pas eu de vidéo dans les classes cette année. Là, fait que ça, c'est normal et apprécié. Mais pour le reste, c'est assez surprenant de voir qu'essentiellement, il n'y aurait presque eu aucune équipe d'intervention déployée à la grandeur du Québec, alors qu'on avait prévu un budget de 2,3 millions pour les déployer, puis qu'il y a 90 094 $ qui auraient été dépensés en date du 5 mars 2026. Ça, c'est les réponses du ministère, Madame la ministre. Oui. Mais si vous regardez les équipes d'intervention, particulièrement, il y a des équipes d'intervention qui sont là permanentes au ministère. Donc, c'est celles qui sont interpellées en premier lieu. Donc, ces interventions-là se fassent. Et ma compréhension, que je vais aller raffiner pendant la pause, c'est que c'est des sommes supplémentaires, on a des besoins supplémentaires au niveau d'équipes d'intervention. Mais ce qu'on dit, c'est que les interventions se font, mais il faut tenir compte du fait qu'il y a des équipes d'intervention qui sont au sein même du ministère et qui ne sont pas comptées dans ces budgets-là. Mais je vais aller revérifier pour être sûr de bien vous véhiculer cette information-là adéquatement. Merci pour la réponse. Avec le temps qui nous reste, Madame la ministre, donc j'aimerais changer de sujet. Donc, vous nous avez vu donc hier en point de presse avec les acteurs du milieu du livre concernant donc l'objectif de continuer de protéger la mesure pour l'achat de livres à l'école. J'aimerais savoir si votre position a cheminé depuis nos échanges en période de questions hier. Bien, ma position n'a pas cheminé parce que moi, mon objectif et mon budget est pour protéger la lecture des élèves et les élèves vont avoir toute la lecture nécessaire qui pourra passer par l'achat de livres. Comme je parlais du programme de français qui parle de 10 textes et discours qui pourraient être des livres, mais ce qui est très clair pour moi, c'est différent. Hein? Un texte est différent en première année ou en secondaire 5, on se comprend. Donc, plutôt au secondaire, ce sera probablement plus des livres, plutôt ce sera probablement plus des textes. Mais cette notion-là de donner accès à nos enfants à des livres, à des textes en français d'auteurs québécois va toujours demeurer. Et moi, je fais confiance aux gens du milieu parce que moi, mon rôle comme ministre de l'Éducation, c'est de m'assurer du service aux enfants et de la réussite éducative des enfants. Alors, il y aura toujours de la lecture, il y aura toujours du sport, puis il y aura toujours de la culture dans les écoles. Et ça, c'est très, très, très clair. Et ça doit être... C'est ça qui va être mesuré. D'ailleurs, on fait souvent référence aux pays scandinaves et aux autres pays qui fonctionnent supposément si bien en éducation. La règle, là, c'est que l'argent descend vers le terrain et on laisse le terrain s'organiser. Aujourd'hui, c'est vers ça qu'on veut s'en aller. C'est-à-dire qu'on laisse le terrain s'organiser avec des orientations, des objectifs gouvernementaux extrêmement clairs. C'est-à-dire que tous les enfants dans toutes les écoles doivent faire du sport, doivent être exposés à la culture et doivent avoir accès à de la lecture le plus tôt possible. Et ça, pour moi, c'est très clair. Ça va passer par l'achat de livres, naturellement. Ça va passer par peut-être aller à la bibliothèque municipale du coin parce qu'elle est à côté de l'école. C'est ça que mes enfants, moi, faisaient. Parce qu'elle était très extraordinaire, la bibliothèque municipale, à côté de l'école de mes enfants. Et les enfants faisaient une excursion, il y avait accès à des livres. Donc, l'idée, c'est qu'il y ait de la lecture. Et je vais laisser, moi, les gens du terrain, faire en sorte de le faire le plus efficacement possible. Merci, Madame la ministre. Je vous entends, puis hier, je pense qu'on a eu un échange assez sincère en période de questions où vous et moi, on partageait le même objectif. Oui. De s'assurer que nos enfants donc, aient accès à la lecture. Je vous entends, puis je vous crois, puis je vous sens sincère là-dedans. Le défi, c'est que si la mesure n'est pas protégée, il n'y aura pas de garantie ici. On est dans la réforme que vous mettez de l'avant, puis
Moi aussi, je fais confiance au centre de services scolaires. Là, puis je pense que je l'ai mentionné plusieurs fois. Puis même quand votre réforme est arrivée de l'avant, quand je l'ai lu, je me suis dit, je pense que ça va être bien accueilli. Ça va être accueilli avec soulagement par le réseau. Mais dans toute règle, là, parfois, il y a des exceptions. Puis ici, je dis, il y a quelque chose d'assez fondamental. Puis si on veut s'assurer de garantir cet achat de livres-là, parce qu'on sait aussi que ça contribue à un écosystème culturel. Puis bon, je comprends que vous, c'est peut-être pas l'angle qui vous interpelle, mais il y a des bases qui, à mon sens, ne devraient pas être trop, je veux dire, modifiées. Ici, là, moi, je pense qu'il y a matière à ce qu'on puisse offrir cette garantie-là au milieu. Comment est-ce que vous pouvez cheminer dans votre réflexion pour dire, OK, on peut toujours offrir cette même flexibilité-là au centre de services scolaires-là, cette même confiance au centre de services scolaires, tout en garantissant la lecture à l'école? Bien, vos termes sont extrêmement importants. Je Merci, garantis Madame la ministre. la lecture. Mais on ne garantit pas... Merci, Madame la ministre. Comment est-ce qu'on garantit la Donc, lecture?